Marion Maréchal Le Pen est l'invitée d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Il y a quelques minutes, au tout début du journal de 8 heures, nous étions en ligne avec l'avocat pénaliste lillois, maître Franck Berton, qui a accepté d'être l'avocat de Salah Abdeslam. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et on va écouter ce qu'il nous dit sur ce que va être son boulot, son rôle d'avocat de celui qui est le seul survivant du commando des attentats de Paris. Écoutez, c'est très court. Nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans un État totalitaire. Il a le droit d'être défendu, il a choisi ses avocats et nous veillerons à ce qu'il bénéficie de ce procès équitable c'est pour le bien de tout le monde. Salah Abdeslam va donc avoir droit à un procès et à un avocat. C'est normal. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un état de droit. Je veux dire qu'il soit terroriste, meurtrier, pédophile, il est normal que chacun puisse avoir un avocat, un procès équitable. Enfin, je veux dire, ça me paraît quand même logique. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai jamais voulu être avocate pour ne jamais avoir à me prêter à ce genre de jeu. Mais donc, lorsqu'on est avocat, c'est le principe. On rentre dans la vocation pour ça. Qu'est-ce que vous attendez de la justice, d'ailleurs, sur ce dossier si sensible? J'aurais aimé, si le Front National avait été les affaires, qu'on puisse, à minima, avoir une peine à perpétuité réelle. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'en France, la perpétuité réelle n'existe pas. Ça veut dire que vous n'avez jamais une personne qui rentre et qui ne sort jamais de prison, puisque le droit européen nous interdit ce type de peine. J'aurais aimé qu'il puisse avoir éventuellement un référendum, comme l'a demandé d'ailleurs Marine Le Pen, sur le rétablissement de la peine de mort ou non, en fonction du résultat de ce référendum, pour ce type de peine exemplaire, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'échelle des peines, malheureusement, s'est effondrée. La politique pénale n'est plus assez efficace. Alors, il y a une peine de sûreté, néanmoins, qui n'est pas la perpétuité réelle, qui est de 30 ans, la peine maximale. S'il y avait un référendum pour le rétablissement de la peine de mort, vous voteriez quoi ? Moi, je voterai contre. J'ai toujours dit qu'à titre personnel, j'étais contre la peine de mort, mais je crois qu'un débat démocratique sur ce sujet, et même plus largement sur l'efficacité de notre politique pénale, s'impose, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des défaillances dans le système judiciaire qui sont évidentes, au vu de l'augmentation des chiffres de l'insécurité. Le chômage, il a baissé fortement au mois de mars, moins 1,7%. C'est le plus fort recul depuis 2000, 60 000 demandeurs d'emploi en moins. Est-ce que vous vous réjouissez de ces chiffres ? Non, parce qu'ils sont en trompe-l'œil. Je crois que tout le monde s'accorde là-dessus lorsqu'on les regarde en détail. En réalité, il y a une augmentation en catégorie B, en catégorie C. Ça fait moins 0,2 de baisse sur l'ensemble du chômage. On est face à la montée en puissance du plan de formation et on se rend compte, quand on est dans le détail, qu'il y a énormément de stages en réalité, énormément de radiation. C'est quasiment d'ailleurs record. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de rupture structurelle, mais les socialistes sont des magiciens des chiffres. Et il faut bien évidemment justifier la candidature de François Hollande en 2017. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que l'inversion de la courbe du chômage, c'est simplement ce type de petite manipulation, ou est-ce que c'est revenir sur les 800 000 emplois détruits depuis 2012 ? Vous parlez de manipulation, ce sont malgré tout des chiffres officiels. Est-ce que si le Front National était au pouvoir, vous changeriez cette façon de présenter les chiffres, de les annoncer, tout simplement de comptabiliser le nombre de demandeurs d'emploi ? Ça me paraît évident dans le sens où la plupart des gens qui aujourd'hui sortent de ces statistiques du chômage, donc qui sont soit radiés, c'est-à-dire qui n'ont pas retrouvé d'emploi durable, soit se retrouvent en situation d'intérim ou de stage, n'ont pas une situation de retour à l'emploi qui est satisfaisante. Donc dans ces conditions, expliquer aux Français, comme ils le font d'ailleurs depuis des semaines, avec un grand sourire, que la France va mieux, que tout va bien, qu'on ne s'en rend pas compte, mais qu'en réalité les choses s'embellissent, ça devient quasiment indécent. Enfin, je veux dire, disons-le franchement, je vous le rappelle, 800 000 emplois détruits depuis 2012. Ce n'est pas cette légère embellie statistique qui va changer la réalité du quotidien des Français. Sauf si elle se confirme. Sauf si dans les prochains mois, il y a une baisse qui continue. Mais dans ce cas-là, nous en serions très heureux si cette baisse est réelle. Le problème, c'est que je ne vois pas aujourd'hui ce qui a été mis en place dans la politique du gouvernement qui puisse apporter ce changement, puisque exactement rien n'a été fait et même les effets délétères ont plutôt été aggravés. Mais est-ce que c'est d'ailleurs la politique du gouvernement qui fait de l'emploi ? Beaucoup d'économistes s'interrogent là-dessus. Est-ce que ce n'est pas simplement la richesse du pays, le contexte économique mondial ? Il y a évidemment plein de données qui rentrent en compte. Il y a le contexte économique mondial, mais il y a aussi, il faut le dire, la politique nationale. Il y a aussi le droit européen qui n'est pas nécessairement en notre faveur. Il y a les grandes difficultés qui aujourd'hui pèsent sur nos TPE, PME. Il y a les charges considérables qui les mettent en difficulté. La loi El Khomri qui aurait pu être l'occasion justement de s'attaquer à un certain nombre de difficultés sur les effets de seuil, sur les délais de paiement, sur l'accès au crédit, voilà, des choses extrêmement concrètes et complètement à côté de la plaque. Donc manifestement, ce gouvernement ne veut pas se saisir de ces difficultés-là. Ce qui va bien quand même, c'est
la santé des chantiers navals de Cherbourg, quand même. Ah, ça, vous avez raison, ça fait partie des rares... 34 milliards Des rares d'euros. bonnes nouvelles, ouais, vous Ouais, avez raison. Et ça, c'est une satisfaction sans réserve. Très honnêtement, moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment la démonstration que l'industrie française est une industrie de qualité. On a gagné un marché anglo-saxon. Je crois que sur le plan moralement, ça fait du bien. C'est le retour durable de la France dans cette région clé. Et j'ose espérer qu'il y aura même des effets dominos à l'avenir, pourquoi pas en Indonésie. Alors évidemment, l'essentiel des emplois manufacturiers sont en Australie, mais nos sites vont en bénéficier à Cherbourg et à Nantes. Christophe Barbier, à la fin de son édito tout à l'heure, vous posait une question intéressante. Il disait, si le FN était au pouvoir, si Marine Le Pen était présidente, est-ce que l'Australie aurait acheté des sous-marins français ? Je ne crois pas que l'arrivée de Marine Le Pen aux affaires aurait mis en cause d'une quelconque manière l'extraordinaire savoir-faire et expertise de cette entreprise industrielle. Donc je ne vois pas ça en quoi peut faire il n'aurait peur pas à pu... certains investisseurs ou à certains pays, Non, je pense que ça... notamment s'il y a une sortie de l'euro. Très sincèrement, je pense que ce type d'argument relève du fantasme absolu. C'est le type d'argument moral et de peur qu'on nous bassine à chaque fois. Mais très sincèrement, regardez simplement... Non, mais je donne c'est économique. à une très petite S'il n'y échelle... a plus l'euro, Vous pensez que l'Australie ne commerce qu'avec des pays qui sont au sein de l'Union européenne ? Je ne le crois pas du tout. Non. Je pense que la question monétaire ne rentre pas en compte dans ce type de considération. Un certain nombre de pays qui sont souverains sur la question monétaire arrivent parfaitement à exporter. Nous en avons de très nombreux exemples, la Russie, la Chine, les États-Unis. Voilà. Donc je ne vois pas sur quoi c'est un argument. Oui. Alors, si ce n'est pas un argument sur le plan économique, ça peut l'être c'est vous-même qui l'avez dit, sur le plan moral. Est-ce que certains pays ne seront pas tentés, si ça arrive, de ne plus traiter avec la France qui serait dirigée par l'extrême droite ? Non, déjà parce que le Front National n'est pas un parti d'extrême droite. Je vous rappelle que l'extrême droite, c'est l'antiparlementarisme, l'autoritarisme, la doctrine basée sur la race. Nous ne répondons objectivement à aucun de ces critères. Donc je réfute cette appellation. Non, je ne crois pas du tout, parce que si le Front National arrive aux affaires, c'est une France qui se portera mieux. À bien des égards d'ailleurs, et donc dans ces conditions, c'est une France qui va attirer, et puis par ailleurs, c'est une France aussi qui va défendre justement son industrie stratégique. Je vous rappelle quand même que sous les socialistes, Lafarge, Alcatel sont passés malheureusement aujourd'hui sous domination étrangère, donc il y aura aussi une vraie politique de défense industrielle à travers l'État notamment, et donc dans ces conditions, je ne vois pas en quoi ça remet en cause le savoir-faire industriel de la France. Il y a pas mal de conflits sociaux en ce moment, notamment celui des intermittents. On sait depuis cette nuit d'ailleurs que plusieurs théâtres sont occupés, celui de l'Odéon déjà depuis quelques jours, la Comédie Française maintenant. Que vous inspire ce conflit des intermittents ? Moi, je crois qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'un gouvernement ait le courage de remettre en cause ce régime. Je veux dire, on a aujourd'hui, à travers les intermittents, 3% des chômeurs qui entraînent un tiers même, du déficit de l'assurance chômage. Donc à eux seuls, ils mettent en péril l'ensemble de l'assurance chômage. Je crois qu'honnêtement, refuser de voir cela en face pour des raisons un peu politiciennes, il faut bien le dire, m'apparaît une extrêmement grave erreur. C'est un régime qu'il faut réformer, non seulement en luttant contre la fraude, puisqu'aujourd'hui, tout le monde le sait, des grosses sociétés de production, des chaînes de télévision utilisent de façon dévoyée ce système, et d'autre part, je crois peut-être dans les critères d'éligibilité. Aujourd'hui, un grand nombre de métiers sont concernés. Peut-être faudrait-il les restreindre, mais il n'est pas possible pour les Français dans leur ensemble, tout simplement, si on veut pouvoir continuer à verser une assurance chômage d'ici quelques années, de laisser ce système en place. À propos de grogne sociale, est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes qui votent Front National à nuit debout ? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi ? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que je ne crois pas que les jeunes du Front National cassent. Je ne crois pas qu'ils crachent sur les philosophes comme Alain Finkielkraut. Je ne crois pas qu'ils défendent les 25 heures et je ne crois pas qu'ils fument des pétards. Donc dans ces conditions, je pense que... On ne fume pas de pétards au Front National. Je pense que ça relève d'une idéologie qui m'apparaît d'ailleurs en grand décalage avec les aspirations des Français. D'accord. Et au vu des profils qui sont quand même en réalité beaucoup des professionnels de la politique, des syndicalistes, des responsables de jeunes partis politiques, du Parti communiste notamment, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Ou alors par curiosité, peut-être. Et alors, par opposition, la jeunesse FN, elle ressemble à quoi ? Vous avez dressé un anti-portrait. La jeunesse, déjà, il faut rappeler quand même que le Front National est le premier parti jeune de France. C'est quand même... c'est difficile de faire un portrait robot, mais bon... C'est un peu difficile, parce que je crois qu'elle est très hétérogène, mais je crois que c'est une France, une jeunesse qui aspire déjà au retour du patriotisme, à l'amour de son pays, de ses racines, qui veut défendre son héritage, son mode de vie, ses mœurs, ses traditions, mais c'est aussi une France, je crois, qui a envie de travailler, qui sait qu'elle va devoir faire des efforts, qui est prête à les faire. Encore faut-il lui en donner l'occasion. Je crois qu'on est très loin des espèces de romantiques d'extrême gauche, pour utiliser
utiliser un terme gentil, qui aujourd'hui occupent la nuit debout, et manifestement parce qu'ils dorment la journée. Vous croyez que la jeunesse FN s'intéresse beaucoup à Jeanne d'Arc ? Parce que c'est l'un des sujets quand même du rassemblement du 1er mai. Je ne pense pas qu'ils y pensent tous les jours en ce moment, mais je crois qu'ils sont attachés aux grandes figures nationales, oui, bien sûr. Contrairement à ce qui se passe depuis 1988, je crois, cette année, donc, il n'y aura pas le traditionnel défilé du Front National le 1er mai devant la statue de Jeanne d'Arc et jusqu'à la place de l'Opéra. Il va y avoir un banquet populaire patriote. Vous regrettez d'ailleurs qu'il n'y ait plus ce défilé ? J'en suis triste parce que j'aimais assez la forme, qui était, c'est vrai, celle d'une vieille tradition du Front National, mais je crois que Marine Le Pen a fait le bon choix parce que c'est un choix de responsabilité. Nous sommes en état d'urgence, on sait qu'il y a un risque majeur qui pèse terroriste sur la France et en particulier sur le Front National. C'était quand même, à mon avis, assez irresponsable de risquer de mettre 3000 personnes dans la rue dans ces conditions qu'on n'aurait pas pu protéger. Mais il y aura peut-être Jean-Marie Le Pen devant la statue de... Il y aura certainement Jean-Marie Le Pen. Et alors vous serez où, vous d'ailleurs ? Vous serez avec votre grand-père, avec votre tante ? Non, je serai évidemment avec ma tante Marine Le Pen et avec l'événement officiel du Front National. J'ai aimé et j'ai été très fière de défiler aux côtés de Jean-Marie Le Pen pendant des années. Je pense que je le serai moins aujourd'hui au vu des personnes qui risquent de l'accompagner. Voilà, qui sont d'ailleurs des personnes qui l'a combattu pendant des années et qui aujourd'hui manifestement profitent de la médiatisation de Jean-Marie Le Pen pour essayer de se faire de la pub. Vous êtes en contact avec lui toujours ? Oui, je suis en désaccord politique avec lui, mais en lien humain avec lui, bien sûr. Je voudrais vous montrer la une de l'Express qui sort ce matin. FN, comment le démolir ? Rien que ça. Ouais, qu'est-ce que ça vous inspire ? Après, je vais expliquer de quoi il s'agit, mais juste la une, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que ces gens n'ont manifestement pas envie de voir pourquoi aujourd'hui 30% des Français se tournent vers nous. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est un peu nouveau quand même. De quoi s'agit-il ? Diaboliser le Front National ne sert à rien, écrit l'Express. Pour le combattre, il faut le prendre au mot. Il y a un bouquin qui sort d'un élu, les Républicains, proche d'Alain Juppé. D'ailleurs, la préface de son bouquin est signée Alain Juppé. Il s'appelle Maël de Calan. Et lui, il a entrepris de démonter point par point le programme du Front National. On a un livre de ce genre à chaque élection, donc c'est pas tout à fait nouveau. Mais alors, est-ce que... moi, je ne suis pas là pour relayer Maël de Calan, mais est-ce que vous êtes prête à ce débat, j'allais dire, à ce questionnement sur votre programme ? Parce qu'on vous entend beaucoup critiquer, c'est votre rôle d'opposante après tout, mais on vous entend beaucoup critiquer le pouvoir et les pouvoirs, mais vous, ce que vous proposez, vous acceptez qu'on en parle, qu'on en discute ? C'est même un souhait que nous faisons depuis des décennies. Ouais. Nous en appelons à chaque fois à refuser la morale, les leçons de morale, les slogans politiques. Le problème, c'est que de manière générale, ce sont nos adversaires qui refusent d'aller sur le fond des arguments et qui préfèrent faire des raccourcis, qui préfèrent faire la réduction ad litterum plutôt que de débattre sur le fond. Donc s'il y a ce type d'initiative, très bien, moi j'en suis ravie. Bon là, il y va, parce qu'il dit incompétence, lâcheté, cynisme. Alors ça, c'est pas des arguments politiques, de fond. Si, il parle de votre programme. Ce type de choses. Mais moi, je suis preneuse, au contraire. De ce que vous dites sur les entreprises, sur le chômage, sur la sortie de l'euro. Et ce sera d'autant plus intéressant de la part de gens qui ont été aux affaires pendant 10 ans, qui ont mis en place en effet un certain nombre de politiques sur le plan économique, de la souveraineté diplomatique, et dont on a vu les conséquences qu'on paye encore aujourd'hui. Donc c'est assez marrant de recevoir des leçons de morale, voire même parfois des insultes, parce que c'est quand même assez violent, des insultes de la part des gens qui ont mené la France dans le mur. Voilà, donc moi j'ai pas de complexe, on n'a pas de complexe au Front National, on a un logiciel qui est différent du leur. Je comprends que ça les inquiète parce que ça fait vaciller quand même un peu leur petite place. Vous accepteriez de débattre avec lui sur les faits, uniquement sur le fond même, j'allais dire, de ce programme ? Mais sans aucune difficulté, d'autant plus que si c'est un proche d'Alain Juppé, je rappelle qu'Alain Juppé était ministre déjà il y a 30 ans, Premier ministre il y a 20 ans, c'est quand même pas le perdreau de l'année, il a quand même été l'un des agents de premier plan de la politique désastreuse qu'on a mis en place en France. Le programme présidentiel 2017. Vous y travaillez là en ce moment ? On y travaille, on a commencé à y travailler. Marine Le Pen m'a confié, moi, à titre personnel, la direction d'un groupe de travail sur la réforme constitutionnelle. Oui. Nous avons, ça ne vous aura pas échappé, des collectifs également. Sur quoi vous travaillez d'ailleurs sur la réforme constitutionnelle ? Je ne vous demande pas forcément des mesures concrètes, mais de quoi vous parlez ? Sujets. Ça touche à la démocratie directe, puisque vous savez que le Front National est un défenseur notamment du référendum d'initiative populaire, le vrai, pas celui mis en place par Nicolas Sarkozy, qui est une usine à gaz. C'est les modes de scrutin, avec le retour de la proportionnalité
proportionnelle, c'est le référendum obligatoire pour toute nouvelle réforme constitutionnelle, c'est le septennat unique pour le président de la République. Ça va toucher aussi à l'agencement avec les traités européens pour que la Constitution prime de nouveau réellement sur les traités européens. Enfin, il y a des sujets extrêmement vastes, c'est l'organisation territoriale de la France, enfin, c'est considérable comme travail. Est-ce que dans vos travaux, il y a aussi le retour de la royauté ? Non, il n'y a pas c'est pas prévu au programme. Donc, je lis que le 7 mai prochain, dites-moi si c'est une bêtise, vous allez participer au colloque de l'Action française. Oui. Dont le thème est « Je suis royaliste, pourquoi pas vous ?» C'est un débat entre républicains et royalistes, et je suis dans le camp républicain, figurez-vous. Moi, j'aime assez le débat d'idées, donc bon, je vous avoue que c'est pas un débat brûlant aujourd'hui en France. Je me suis demandé si vous vouliez rétablir je trouve ça intéressant d'y participer, oui, en effet. D'ailleurs, il y aura d'autres politiques, d'autres journalistes. Voilà. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette... Enfin bon, l'Action française, ça vous n'avez pas de problème avec ces gens-là. Enfin, vous savez, il y a eu de très nombreux résistants qui ont fait partie de l'Action française. Mais aujourd'hui, Charles de Gaulle lui-même en avait été assez proche. Donc voilà, c'est un courant d'idées qui défend le retour de la royauté en France. C'est pas honnêtement mon objectif politique, mais ce sont c'est un mouvement qui se revendique de Charles Maurras. Ça ne vous pose pas de problème. Charles Maurras, vous savez, a aussi été en effet un penseur politique. Moi, je ne prends pas tout ce qu'il a dit, mais ça a aussi été un penseur politique de premier plan. Mais ça ne se réduit pas à Charles Maurras par ailleurs. C'est aussi des adeptes de Bainville, qui a été un grand historien, qui a apporté beaucoup. Et alors, donc, du coup, à l'occasion, on ressort cette phrase que vous aviez prononcée dans un entretien à la revue Charles, il y a un peu plus d'un an maintenant, un peu moins d'un an plus précisément. Pour moi, la République ne prime pas sur la France. Aviez-vous dit Vous assumez cette phrase? Je l'assume totalement parce qu'en fait, je suis d'une génération, je crois, qui est un peu saoulée par les valeurs de la République qu'on nous sert en permanence et dont on ne sait pas ce qu'elle recouvre. Et qui évite d'ailleurs justement d'aller sur le fond des idées, puisque à partir du moment où on dit oui, valeurs de la République, et on est ainsi exclu du pseudo-champ républicain. Moi, tout ce que je dis, c'est que je défends évidemment la Ve République, c'est un système auquel je suis attachée, mais la Ve République, c'est un régime politique. La France, c'est mon pays. Voilà. Je ne confonds pas tout à fait les deux. La France, ça n'est pas que la République. Ça a commencé d'ailleurs avant la République. Je n'oublie pas les 16 siècles de chrétienté qui ont précédé. Et voilà, la Révolution française en fait partie, mais elle ne se restreint pas à ça. Et c'est tout simplement cela. Et j'invite d'ailleurs à travers cette phrase aussi à dire à nos dirigeants politiques, peut-être expliciter un peu ce qu'ont les valeurs de la République. Moi, j'ai entendu la ministre de la Santé expliquer que l'AME faisait partie des valeurs de la République, par exemple. C'est un argument politique un peu facile, je trouve. 2 questions pour terminer. L'Autriche. Donc le FPO de Norbert Hofer au second tour de l'élection présidentielle, 36% des voix au premier tour. Vous avez tweeté que c'était un formidable espoir. Oui. En quoi est-ce un espoir selon vous ? Parce que ce parti est plus ou moins l'équivalent, évidemment, avec ses spécificités nationales du Front National, c'est-à-dire des défenseurs d'une Europe des nations, qui défend la souveraineté de son peuple, sa souveraineté monétaire aussi, entre autres. Et donc, c'est peut-être, j'espère, les prémices de ce qui va se passer au présidentiel en France. Et ce sont des partenaires avec lesquels on travaille d'ores et déjà, avec qui on travaillera peut-être demain aux affaires. Donc oui, bien sûr, parce que ce qui se passe aujourd'hui en France est un phénomène européen, une espèce de réveil des peuples contre cette Union européenne, contre la politique qui est mise en place, qui n'est pas le seul fait du Front National. Et enfin, c'est un sondage qui est publié ce matin dans la revue Phosphore, auprès des 15-20 ans. Je ne sais pas si vous avez vu ce sondage. C'est un sondage, la question est simple, quelle est votre personnalité préférée? C'est une question qu'on a posée, on va regarder ça ensemble. Alors, il s'agit de Omar Sy, Barack Obama et Will Smith. Ce sont les 3 premiers, les personnalités préférées des jeunes Français. Vous avez un petit peu plus de 20 ans, donc vous n'avez pas pu participer. Trop vieille maintenant, en fait. Vous n'avez pas pu participer. Alors, pas que ça m'arrive. Je voulais avoir votre sentiment sur ces 3... Moi, j'aime beaucoup Omar Sy comme acteur. Je le trouve vraiment formidable. J'aime beaucoup Will Smith aussi, depuis longtemps. À Barack Obama, j'aime moins. Sur le plan politique, voilà, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, en particulier en ce qui concerne la géopolitique à l'international. Je trouve que ça va un peu à l'encontre des intérêts français, notamment son ingérence en Angleterre m'apparaît assez particulière de s'ingérer ainsi dans les affaires de l'Union européenne. Mais je peux comprendre que les jeunes Français aiment ces personnalités. Ouais. Et si je vous pose la question, quelle est votre personnalité préférée? Vous me répondez qui? Oula, ça dépend. À brûle pour point. Ça dépend dans un peu dans tous les domaines. Ça peut être le domaine culturel, le domaine sportif, le domaine. Ça va loin, ça va loin. Alors après, si c'est dans le domaine purement culturel, là, sur le plan humoristique, par exemple, j'aime bien Florence Foresti. Je sais pas si c'est ma préférée, mais elle me fait beaucoup rire. Voilà. Vous êtes déjà allé la voir sur scène? Je ne suis jamais eu ce plaisir, mais je suis une adepte régulière de ces sketchs. Oui. Merci beaucoup Marion Maréchal-Le Pen. Merci d'avoir été notre invitée. Bonne journée à vous. Tout de suite, Alice Darfeuille.